Imaginez la scène. Un cabinet médical. Une question un peu difficile vient d'être posée. Et puis, plus rien. Le silence. Le temps qui s'étire, chaque seconde devient pesante. On nous apprend, à l'école de médecine, dans les formations de soins, les mots qu'il faut dire, les protocoles. Oui, les phrases clés. Exactement. Mais on nous apprend rarement à gérer le vide, à tout simplement se taire. Et c'est pourtant là, bien souvent, que tout se joue. On passe des années à travailler notre discours, à apprendre comment poser des bonnes questions, pour se rendre compte que l'un des outils les plus puissants, finalement, c'est de savoir quand ne pas poser la question suivante. C'est précisément le sujet d'aujourd'hui. On va plonger dans un texte de Gilles Besson, La puissance du silence. Et sa thèse, elle est assez radicale. Oui, elle l'est. Pour lui, en médecine, le silence, ce n'est pas un échec, ce n'est pas un manque, c'est un acte clinique, un vrai. Et notre discussion aujourd'hui, c'est d'explorer ça, de comprendre comment se taire peut devenir une forme de soin. Une forme de soin qui demande, et c'est le paradoxe, énormément de travail. Ce n'est pas du tout passif, c'est une compétence en fait qui se cultive et qui peut vraiment transformer une consultation. Alors, commençons par la base. Le silence. On pense tout de suite à une absence, à un moment de gêne. Est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? J'imagine qu'il y a silence et silence. Absolument. Et la distinction que fait l'auteur, c'est le fondement de toute sa pensée. Il oppose ce qu'il appelle le silence subi Subi. et le silence habité. Le silence subi, c'est exactement celui que vous décrivez. La gêne, le moment où le soignant, il cherche ses mots, il regarde ses dossiers, son écran d'ordinateur. On l'a tous vécu ça, oui. C'est un silence qui crie l'inconfort, c'est un vide. Et tout le monde dans la pièce, le soignant comme le patient, n'a qu'une envie, le combler au plus vite. C'est le silence qui génère de l'anxiété en fait. Le patient se demande « est-ce qu'il m'a compris ?» Et le soignant panique. Bon, celui-là, on est d'accord, on n'en veut pas. Mais alors, le silence habité, qu'est-ce qu'il a de différent? Le mot « habité » est fort. C'est toute la différence. Le silence habité, ce n'est pas une absence, c'est une présence. C'est un choix, un acte délibéré du soignant. Ce n'est pas un moment où l'on ne sait pas quoi dire, c'est un moment où l'on choisit de ne rien dire, pour mieux écouter. D'accord. L'auteur parle d'une présence attentive. Mais comment on fait passer ça? Comment le patient sait que c'est de l'attention et pas de l'indifférence ou juste une distraction? Ce qui est fascinant, c'est que ça passe à 100% par le non-verbal. Le texte est très clair là-dessus. C'est le regard qui reste connecté, qui ne fuit pas vers l'écran. C'est la posture, le corps un peu penché en avant, qui montre qu'on est engagé. C'est un visage ouvert. En choisissant ce silence, le soignant change de rôle. Il arrête d'être un émetteur pour devenir ce que l'auteur appelle un récepteur pur. Un récepteur pur. L'image est belle. C'est un peu comme si on coupait son propre micro pour monter au maximum le volume de celui du patient. Ça inverse complètement la dynamique habituelle. Ça l'intensifie en réalité. Loin d'être une rupture dans la relation, ce silence habité la renforce. Le message implicite qu'on envoie au patient, il est d'une puissance incroyable. Ça veut dire « je suis là, entièrement avec vous. Ce que vous vivez est important. » Voilà. C'est tellement important que je m'arrête pour lui faire de la place. Ça crée un espace de sécurité, de validation, que 1000 mots, même bien choisis, ne pourraient pas offrir à ce moment-là. D'accord, je comprends bien cet espace de validation sur le plan émotionnel, c'est une forme de réconfort. Mais est-ce que le texte va plus loin? Est-ce qu'il y a des fonctions cliniques presque, mesurables, à ce silence? Oui, et c'est là qu'on entre vraiment dans l'outil thérapeutique. La source détaille 3 fonctions majeures. La toute première, c'est la fonction d'élaboration. L'élaboration, c'est-à-dire aider le patient à construire sa propre pensée. Précisément. Mettre des mots sur une angoisse, une douleur, une peur, c'est un processus mental qui est lent, qui est complexe. Si le soignant se précipite pour remplir chaque microseconde de vide avec des questions, des suggestions, Il court-circuite tout. il court-circuite le processus. C'est comme couper la parole à quelqu'un juste au moment où il trouve enfin le mot juste pour s'exprimer. Et alors, attendez, il y a un chiffre là-dessus, dans le texte, qui m'a frappé. Il dit que le vrai motif de la consultation apparaît souvent après un silence de 10 secondes. 10 secondes, mais c'est une éternité. Ça paraît une éternité. C'est une observation clinique rapportée par beaucoup de praticiens. Ce n'est pas une loi scientifique, bien sûr, mais un ordre de grandeur. Et pourquoi 10 secondes? Parce que ça laisse le temps au patient de dépasser sa première réponse. La réponse un peu sociale, un peu de façade, pour trouver le courage de dire ce qui le préoccupe vraiment.
C'est dans ce silence, qui peut sembler un peu gênant au début, qu'il se sent autorisé à aborder le sujet qui compte. D'accord. Donc, première fonction, faire émerger la vérité. La deuxième, c'est quoi? La deuxième est la fonction de régulation émotionnelle. Celle-là, elle est peut-être plus intuitive. Imaginez l'annonce d'un diagnostic grave. Oui. Le patient reçoit une information qui va bouleverser sa vie. C'est un choc. Il a besoin d'un instant, juste un instant, pour absorber, pour ressentir la première vague. La peur, la colère. Et le réflexe du soignant, c'est de vouloir tout de suite réparer, de parler des traitements, des prochaines étapes, pour donner de l'espoir et aussi pour ne pas rester face à cette détresse. Exactement. Et là, le texte nous interroge. En parlant tout de suite, est-ce qu'on aide vraiment le patient à ce moment précis, ou est-ce qu'on cherche surtout à calmer notre propre malaise? Ah, la question elle est dérangeante. Elle l'est. Le silence, ici, ce n'est pas un abandon. C'est un acte de respect. Ça dit, vous avez le droit de ressentir ça, prenez ce temps, je suis là. On ne vole pas l'émotion du patient avec un flot de paroles techniques. Ça demande beaucoup d'humilité comme posture. On passe de celui qui fait à celui qui accompagne. Ce qui nous amène, j'imagine, à la troisième fonction. Oui, elle est directement liée. C'est la fonction de respect. Il y a des moments dans le soin qui sont graves, tout simplement. Écouter le récit d'un traumatisme, annoncer une nouvelle qui change une vie. Parfois, le silence est la seule réponse qui soit à la hauteur de la solennité du moment. Parler trop vite, ça peut donner l'impression de banaliser ce que vit le patient. Se taire, c'est honorer le poids de ce qui est partagé. Je vous suis sur la théorie, mais je dois avouer que je suis un peu sceptique sur la pratique. Dans notre société où tout va si vite, on attend des réponses là, maintenant. Si un médecin se tait 10 secondes après que j'ai parlé, mon premier réflexe, c'est de me dire « il ne m'écoute pas » ou « il me juge » ou pire « il ne sait pas quoi répondre ». Et vous mettez le doigt sur le risque principal. La source est très claire. Un silence mal géré, c'est pire que des mots maladroits. Il peut être interprété exactement comme ça, comme de la froideur, du désintérêt. La clé, ce qui transforme un silence angoissant en silence thérapeutique, c'est une seule chose. Le non-verbal. Le non-verbal. Et plus précisément, le contact visuel. Le regard change tout. Tout. L'auteur emploie une analogie que je trouve incroyable de justesse. Il dit « Si vous vous taisez en regardant votre ordinateur, le silence est un mur. Un mur, oui. Vous créez une barrière. Vous excluez le patient. Mais si vous vous taisez en maintenant un contact visuel bienveillant, le silence devient un pont. Vous créez une connexion encore plus profonde. La différence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est la qualité de la présence. Donc, ce n'est pas une technique qu'on applique bêtement. Il faut sentir le moment, la personne. Il y a des situations plus propices que d'autres. Oui, et l'auteur donne des repères très concrets. Les moments clés pour oser ce silence, c'est par exemple juste après avoir posé une question ouverte, pour ne pas influencer la réponse. D'accord. C'est, comme on l'a dit, juste après une annonce difficile. C'est aussi quand on sent l'émotion qui monte chez le patient, les larmes aux yeux. Et enfin, un moment crucial, quand on sent que le patient hésite, qu'il est sur le point de dire quelque chose mais qu'il n'ose pas. C'est fascinant parce que psychologiquement, on a tous cette horreur du vide dans une conversation. On veut combler les blancs, c'est un réflexe. Comment ce silence habité arrive à utiliser ce réflexe? En fait, il ne le combat pas, il l'utilise. Le texte explique que le silence crée une pression douce. On n'aime pas le vide social. Mais si ce vide est rempli de bienveillance visible, le regard, la posture, le patient ne se sent pas jugé. Il se sent invité. Invité à combler le vide. Invité à combler le vide, exactement. Et c'est dans cet effort pour le combler qu'il va trouver les ressources pour dire ce qu'il n'arrivait pas à dire. C'est une forme de maïeutique, en fait. Le silence aide le patient à accoucher de sa propre vérité. C'est magnifique en théorie, mais ça doit demander une maîtrise de soi énorme. Comment on s'entraîne à faire ça concrètement sans que ça paraisse artificiel? Et c'est là que la source devient vraiment pratique. On ne reste pas dans les grands principes. L'auteur propose un exercice, un défi même. Il appelle ça la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes. J'aime bien, c'est simple, on s'en souvient. En quoi ça consiste? L'exercice est très simple à décrire, mais très difficile à faire au début. L'idée, c'est, quand vous pensez que le patient a fini sa phrase, au lieu de répondre tout de suite, vous comptez. Lentement, dans votre tête, jusqu'à 5. 1, 2, 3.
Et pendant ce temps, il peut se passer quelque chose. C'est ça, l'idée. L'auteur donne un exemple qui parle à tous les soignants. Très souvent, vers la 4e seconde, juste au moment où vous alliez parler, le patient va reprendre. Et c'est là qu'arrive la phrase qui change tout. Le fameux « Et aussi, docteur, il y a autre chose. » Ou bien, en fait, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que... C'est la fameuse information de la poignée de porte, ce que les gens disent au moment de partir, mais qu'on arrive à faire sortir au milieu de l'entretien. C'est une technique pour la faire émerger beaucoup plus tôt, quand on a encore le temps de s'en occuper. Et l'auteur conclut cette idée avec une phrase que je trouve choc. En parlant de ce qui est dit dans ce silence, il écrit « C'est là que commence la vraie médecine ». Waouh. Pas dans la prescription, pas dans l'examen, dans l'écoute de cette vérité cachée que seul le silence a permis de faire naître. Alors, si on essaye de résumer, de prendre un peu d'auteur, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, sur la nature même du soin? Je crois que ça nous amène à une redéfinition de la posture du soignant. Apprendre à se taire, comme le propose le texte, c'est un acte d'humilité, avant tout. C'est accepter de ne pas tout contrôler. De lâcher prise. De lâcher prise, de renoncer à l'idée qu'on doit diriger chaque seconde. En se taisant, on cède volontairement le pouvoir au patient. On lui rend les rênes de son propre récit. On passe d'un soin où on donne quelque chose, un conseil, un médicament, à un soin où on crée un espace. Pour que quelque chose émerge du patient lui-même, c'est un changement de paradigme complet. C'est la nuance parfaite. Et la conclusion du texte insiste là-dessus. Sur ce glissement, le défi, ce n'est plus de combler un silence, ce qui est souvent une action motivée par notre propre angoisse. Le véritable enjeu, c'est d'apprendre à habiter un silence. Et ça, c'est un acte thérapeutique centré sur le patient. On passe d'une médecine de l'action Et à une médecine de la présence. Et c'est, je crois, infiniment plus exigeant. Et infiniment plus puissant. C'est une idée incroyablement forte. Et ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cabinet médical. La source nous lance une invitation, alors formulons-la clairement. La prochaine fois qu'un silence s'installe dans une conversation importante, avec un proche, un collègue, que se passerait-il si, au lieu de se précipiter pour le remplir de mots, on essayait simplement, juste pour voir, de l'habiter?